Ainsi donc, c'est toi la nouvelle prétendante que mes parents veulent me faire épouser. Oui. Alors divertis-moi. Alors pour ça, je vais d'abord présenter le sommaire du 101% d'aujourd'hui. Alors d'abord, il y aura la critique de So Blonde, ensuite ce sera Autoplay Sample, puis la minute du geek sur les films tirés de jeux vidéo, enfin Tokyo Café, mais on commence tout de suite avec les news. La pureté de ton amour transparaît dans cette présentation, mais malheureusement tu ne dis pas Autoplay Sample. Je ne peux donc pas t'épouser. Pour les amateurs de lecture rétro, sachez également qu'un nouveau Pix & Love est disponible depuis quelques semaines maintenant. Le 12e numéro du MOOC dédié à l'actualité rétro ainsi qu'aux dossiers insolites et complets sur des jeux ou des personnalités souvent oubliées. Un dossier est ainsi consacré à l'ancêtre Space War, au fameux strip poker Amiga Teenage Queen ou encore au duo Ritman & Drummond, les auteurs du Batman d'Ocean en 3D isométrique ou de Head Over Heels, deux classiques sortis sur micro-ordinateur 8 bits. Mais ce numéro fait également la part belle au célèbre Takahashi Meijin, qui a prêté ses traits au personnage central de la série Adventure Island d'Hudson Soft, auquel la couverture de ce Pix & Love est consacrée. Un excellent dossier qui introduit d'ailleurs le premier tome de la série Les grands noms du jeu vidéo, justement consacré au Game Master japonais, à sa vie, son travail au sein d'Hudson Soft, ses tournois organisés à travers le Japon, etc. etc. Présenté sous forme d'autobiographie, cet ouvrage pointu de 160 pages, joliment illustré, enrichi d'interviews diverses, est une plongée exceptionnelle dans le Japon des années 80 et un témoignage unique rendant compte d'une véritable épopée médiatique, mais également de plusieurs époques, celle de la NES et de ses inoubliables shoot'em up, tels que Star Force et Star Soldier, sans oublier celle de PC Engine. Traduit du japonais et adapté pour le public français, ce livre est un véritable cadeau fait aux rétro gamers et aux amoureux du Japon. On terminera enfin avec quelques images consacrées au jeu iPhone iPod Touch, Pix & Love Rush. Réalisé par Pasta Games à partir du personnage créé pour le jeu Xena Arcade série 03 pixels, ce jeu de plateforme rétro devrait a priori sortir incessamment sous peu. Il comprendrait une centaine de niveaux, plusieurs modes de jeu, un gameplay mariant shoot et plateforme, ainsi que de multiples looks inspirés de l'affichage de la Virtual Boy, ou encore des Game & Watch. Le contenu multi de Lost Planet 2, déjà bien fourni à l'origine, va continuer de s'étoffer dans les jours à venir. Capcom proposera ainsi 2 nouvelles maps le 1er juin prochain. Le pack les incluant coûtera comme d'habitude les yeux de la tête environ 5 € cette fois-ci. La première des cartes, intitulée Dockyard Battle, permettra à 16 joueurs de s'affronter dans le vaisseau, apparaissant dans le 4e chapitre du jeu. La seconde map, Frozen Wasteland, provient quant à elle du premier Lost Planet. Les connaisseurs reconnaîtront d'ailleurs les vastes étendues enneigées d'Extreme Condition. À peine annoncées au Japon, les versions noires et blanches de Pokémon ont d'ores et déjà une date de sortie calée en France. Prenez votre mal en patience car il faudra tout de même patienter 1 an puisqu'elles feront leur apparition chez nous au printemps 2011. Information importante s'il en est, Nintendo précise que Reshiram et Zekrom, les 2 nouveaux Pokémon légendaires, figureront sur les jaquettes des boîtes. Histoire de compléter le tableau et d'enfoncer le clou par rapport à la concurrence, quelques chiffres ont également été donnés. Les remakes Heart Gold et Soul Silver se sont ainsi écoulés à près de 8,5 millions d'exemplaires dans le monde, alors que la saga Pokémon dans son ensemble, c'est tout simplement 207 millions de jeux vendus en 14 ans. Oui, 207 millions. Tu es encore une nouvelle prétentieuse prétendante que mes parents m'ont envoyée pour que je l'épouse et que je quitte la maison. No entiendo nada de lo que estás diciendo, pero por favor, cásate conmigo, porque, ¿sabes? Las palabras no cuentan en el amor único cuenta. Por favor, quédate conmigo. Si, pero si nos casamos, tú tendrás que hacer el sexo conmigo. ¿Qué? Ah, je suis désolé, je ne peux pas t'épouser. Bonjour! Vous pouvez m'aider? Genre habituellement cantonné sur PC, le point and click a trouvé un nouveau terreau fertile sur la Wii, une console particulièrement adaptée à son gameplay. Il n'est donc pas étonnant d'avoir vu se multiplier des portages plus ou moins réussis de classiques du genre, comme Sam & Max ou les Chevaliers de Baphomet. Pour sa version Wii de So Blonde, le développeur français Wizardbox a choisi une approche différente. Plutôt que de proposer exactement le même jeu, il en propose une version alternative. Comme vous vous en rappelez peut-être si vous avez joué à la version PC ou vu la critique sur No Life, So Blonde raconte l'aventure de Sunny Blonde, une charmante écervelée qui se retrouve échouée sur une île oubliée du temps. Eh bien, la version Wii c'est le même principe, mais pas tout à fait la même chose.
En effet, tout le jeu repose sur une idée originale. Et si Sunny s'était échoué de l'autre côté de l'île? On retrouvera donc les mêmes personnages et les mêmes décors, mais l'aventure suivra un déroulement différent avec des énigmes elles aussi différentes. À part ça, les puzzles sont dans la même veine que ceux de la version originale, avec le même genre d'association d'objets tordus qui font le bonheur des aficionados et une propension toujours très marquée aux références geeks en tout genre. Propriété de Link. On notera l'ajout d'un court tutoriel et d'un système d'objectifs clair et concis pour se rappeler ce que l'on devait faire sur l'île. Le passage sur Wii s'est fait sans heurts et la conversion se révèle de qualité. Les décors du jeu sont toujours aussi soignés. Seule petite faute de goût, un character design typé manga pas toujours très réussi. On notera également une différence notable pour ce qui concerne les mini-jeux. Pour une quelconque raison, les développeurs ont choisi d'abandonner le design Game & Watch que l'on trouvait dans la version PC. Dommage, car ce look rétro leur donnait beaucoup de charme. Peut-être Nintendo a-t-il fait les gros yeux. Quoi qu'il en soit, et pour conclure, Soblonde sur Wii est à l'image de son prédécesseur. Un sympathique point and click à la difficulté corsée. Wizardbox a trouvé une manière amusante de faire du neuf avec du vieux et de proposer aux aventuriers de la Wii autre chose qu'un portage au rabais d'un jeu sorti sur PC il y a déjà 2 ans. C'est tout à leur honneur. Pourquoi cette île s'appelle-t-elle l'île oubliée? Parce que le reste du monde nous a oubliés. Mais non, cette idée de casting était une très mauvaise idée. Toutes les tentatrices que vous m'avez présentées... C'était une très bonne idée de ta mère et moi. Non, je ne suis pas d'accord. Aucune tentatrice n'a pu faire vibrer mon cœur. Ah bah regarde, tu fais pleurer ta mère, t'es content, espèce de fils indigne. Non, non, maman, ne pleure pas, mais c'était pas possible. Moi aussi, je fais partie du casting. Pourquoi vous m'avez refusé? Oh, attendez, vous, selon ma fiche, vous avez fait vos études à l'étranger. Il est hors de question que mon Raoul parte à l'étranger. Tiens, Raoul, je te rends ton cerceau. Mon cerceau? Creation. Bonjour et bienvenue dans ce 10e numéro d'Autoplay Sample. Bon bah c'est cool, hein, je pensais pas arriver jusque là, mais bon, tout de suite on va voir le sommaire. Donc il y aura les sorties d'albums, parce que maintenant il y a beaucoup de sorties qui sont soit en téléchargement, soit en CD, et c'est beaucoup plus pertinent je pense de dire album plutôt que juste CD ou téléchargement maintenant. Ensuite on va parler des téléchargements gratuits cette fois, puis des intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life, et tout de suite on va voir les concerts. Alors les concerts, ça va être bien, c'est un truc qui arrive en France enfin, c'est super rare, ça va être à Japan Expo. Il y aura 2 concerts de musique de jeu. Tout d'abord, il y aura Iwadare Noriyuki, qui est le compositeur des musiques de la série Grandia par exemple, ou de Phoenix Wright, et qui sera là donc pour 2 mini-concerts et des séances de dédicaces ainsi qu'une conférence. Ensuite, ce sera le groupe Terra, qui est le groupe de Naoki, le producteur et compositeur de DDR, et qui sera là avec la chanteuse June. Donc le duo Terra, c'est quelque chose de beaucoup plus pop que Naoki a l'habitude de faire dans du DDR par exemple, qui est franchement orienté très techno. Et donc ils vont jouer, les dates n'ont pas encore été annoncées, mais on sait qu'ils joueront des musiques comme d'habitude, de pop and music, Beatmania, DDR, toute la gamme du menu. Et pour finir, une info de dernière minute, aujourd'hui le jour où on tourne, les billets du concert Press Start viennent d'être mis en vente. Je vous rappelle que c'est un concert au Japon avec beaucoup de musique de Square et de Nintendo. Et pour acheter les billets quand on n'habite pas au Japon, c'est très compliqué, donc je vous conseille de demander à un ami japonais si vous en avez un, mais on en reparle à la prochaine émission. On commence avec Love SQ. Alors c'est un album qui est sorti un petit moment, mais j'ai oublié d'en parler, je m'excuse fortement, mais voilà, j'en parle parce qu'en fait je l'ai écouté, il est vraiment trop bien et il fallait absolument en parler. C'est un album de remix de musique de Square, donc du Final Fantasy, du Chrono Trigger, Seiken, etc., par des artistes de la scène montante japonaise, que ce soit électronique ou jazz. Vous en aviez peut-être entendu un extrait sans le savoir, puisqu'il s'agissait de la musique utilisée pour le générique le mois dernier dans Autoplay, et beaucoup de gens m'avaient demandé ce que c'était, et c'était donc un remix du thème de Frog par Sexy Synthesizer. Sinon, à part ça, mon coup de cœur dans l'album, c'est un remix de Final Fantasy 5, 6, 7 par Piano Jack, qui est un duo où donc il y en a un qui joue du piano et l'autre qui joue du cajon, qui est une espèce de grosse caisse sur laquelle on s'assoit et on tape avec un ampli. Et c'est super dynamique et ça change vraiment de ce qui se fait d'habitude en remix de jeu. D'habitude, il y a plutôt des choses techno et là, c'est beaucoup plus acoustique, on va dire.
Alors le deuxième album, c'est le coup de cœur de Mathilde, Un G No Life, c'est la bande originale des Lapins Crétins, la grosse aventure. Et je pense que si vous y avez joué, vous avez remarqué que la musique était quand même très particulière. Pourquoi ? Parce que c'est une fanfare tzigane. Oui, dans un jeu vidéo, ça peut paraître assez bizarre, mais voilà. Ubisoft, ils sont allés en Moldavie, ils ont vu une fanfare tzigane qui leur plaisait et ils les ont ramenés en France. C'est une fanfare qui s'appelle Vagabondou, qui a 8 personnes qui jouent soit des cuivres, soit des bois, ainsi que 2 percussionnistes. Et c'est vraiment le style fanfare tzigane, 100% pur jus AOC, je sais pas comment on dit, enfin voilà, c'est presque limite caricatural. Et vous avez peut-être été surpris parce que d'habitude on n'entend pas ce genre de musique dans le jeu vidéo, et pourtant ce décalage fonctionne avec les Lapins Crétins parce que le propos du jeu est complètement loufoque et vraiment ça marche. Alors aujourd'hui les téléchargements, on va parler de quelque chose qui est gratuit, c'est la bande originale du jeu Osmos, qui est un jeu sur PC, Mac, Linux et peut-être iPhone bientôt. Alors c'est assez spécial comme concept, en fait, ça ressemble beaucoup, mais alors vraiment beaucoup à Orbient et Orbital, si vous y avez joué, c'était la collection des Artstyle de Nintendo. Sauf que là, au lieu d'incarner une planète qui utilise la gravité pour se déplacer et absorber d'autres planètes, ici c'est une particule, mais ça ressemble vraiment beaucoup. Si vous y aviez joué, vous allez trouver que c'est quand même une grosse copie bref. En tout cas, la bande originale, c'est comme Orbient, c'est une espèce de truc atmosphérique, planant, extrêmement bizarre, donc à écouter les yeux fermés, ou peut-être quand vous faites du yoga par exemple. Et c'était composé par plusieurs personnes de différents pays, dont un Français qui s'appelle Julien Netto. Et tout de suite, les intros. Alors d'abord, ça sera Super Street Fighter 4, c'est beau, ça part dans tous les sens. Et je pense que vous avez remarqué que la musique, c'est juste un remix de celle de Street Fighter 4. En tout cas, elle a été composée par Fukasawa Hideyuki, qui est un salarié, un compositeur salarié de chez Capcom. Et on est quand même bien content qu'ils aient pas remis Exile pour l'intro, parce que dans Street Fighter 4, c'était quand même assez horrible. Ensuite, on va retrouver Thunder Forces, un shoot mythique qui est sorti il y a quelques temps sur PlayStation 2, dont les musiques ont été composées notamment par Tamayo de Beta Flash, que vous aviez pu voir à Japan Expo il y a 2 ans, mais aussi par Furukawa Motoaki, qui est quand même le compositeur des musiques de Gradius 2, quoi. Gradius 2, c'est trop génial, et on regarde ça tout de suite. Voilà, ce numéro d'Autoplay Sample est terminé, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Papa, maman, je l'ai reconnue, c'est elle que je veux, c'est à elle que j'ai promis mon cœur, vous devez me laisser l'épouser. Sinon, je m'achète Sitar Hero et je jouerai toutes les nuits, toute la nuit, avec le son à fond. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! De nos jours, les jeux vidéo sont fréquemment transposés au cinéma, souvent dans des adaptations d'une qualité douteuse. Quelques-unes de ces adaptations relèvent un peu le niveau, mais il faut bien admettre que dans l'ensemble, ça ne vole pas très haut. Parler de jeux vidéo au cinéma a commencé en 1982 avec Tron, un film produit par Disney que l'on ne présente plus. Dans Tron, les personnages se retrouvent projetés dans un univers informatique et doivent participer à divers jeux d'arcade pour survivre.
Pour beaucoup, Tron reste l'une des meilleures dépictions de l'univers du jeu vidéo, même si évidemment la technologie des jeux a largement évolué depuis cette époque. On attend de voir si Tron Legacy sera aussi pertinent quand il sortira. On peut également citer The Last Starfighter, un film sorti en 1984 où l'on découvre qu'être un super player sur une borne d'arcade peut vous permettre d'être enrôlé dans la Ligue Galactique pour piloter un vrai vaisseau spatial. Il paraît d'ailleurs qu'une suite serait en chantier. Mais là encore, les films qui tentent de dépeindre l'univers des gamers de manière réaliste, c'est-à-dire sans glisser vers la SF ou le cyberpunk, sont en général de sombres daubes. Mais revenons-en aux films directement adaptés de jeux vidéo existants. Le premier fut bien évidemment Super Mario Bros, sorti en 1993 avec le grand Bob Hoskins dans le rôle de Mario et Dennis Hopper dans celui de Bowser. Ceux qui l'ont vu savent que c'est un bon gros nanar qui n'a pas grand-chose à voir avec les jeux Super Mario, mais a mystérieusement un charme bien à lui. Un an plus tard, c'est au tour de Street Fighter de débarquer au cinéma. Drôle d'idée d'adapter un jeu de baston au scénario minimaliste en film, mais bref, Guile devient le héros sous les traits de Jean-Claude Van Damme, Camille est joué par Kylie Minogue, et Dhalsim est un savant en blouse blanche. C'est aussi malheureusement le dernier rôle du grand rôle Julia, immense acteur mais piètre Vega, ou M. Bison si vous préférez les noms occidentaux. À partir de là, pas un seul film n'est sorti du lot. Resident Evil a bien failli être adapté par George Romero, et l'a au final été par Paul Anderson. Les films ont bien marché, mais dans l'ensemble, les joueurs ont détesté. On ne parlera pas des immondices commises par Uwe Boll, il faudrait une minute du vomi pour elle toute seule. A mon avis, le seul qui s'en sort pas trop mal est le film Silent Hill. A ce jour, je n'ai pas encore vu l'adaptation de Prince of Persia. Vu que c'est Jordan Mechner, le créateur du jeu, qui a signé le scénario du film, on peut espérer un truc pas trop mal. À vous de me dire si vous l'avez vu. Discute. Bon, très bien. Avec ta mère, on a pas mal discuté. Et voici ce qu'on a décidé. On a décidé de vous laisser quand même vous marier. Mais c'est uniquement pour nous débarrasser de toi, mon fils. Quant à toi, t'as intérêt à le rendre heureux. Oui, une bonne décision. Merci papa. Et si on dansait maintenant? いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 私今エイプタニムに来ております。2010です。ですね、皆さん初めての東京カフェ覚えていらっしゃいますでしょうか？私アリゼちゃんが日本で有名ということで、本当にアリゼちゃんが日本で有名なのか日本で調べてきました。なんと今回は日本で有名だというフランス人の歌手について皆さんにチェックしたいと思います。さあどうなることでしょうか？Seb, cette chanteuse, Saki, elle est très célèbre au Japon. Je connais pas du tout. クレモンティーニさんは日本でとても有名な歌手です。フランスに来る前から私がね、20歳ぐらいの時からクレモンティーニさん知ってましたからね。Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Est-ce que tu connais cette dame? Non. Elle est très connue au Japon. Elle est chanteuse française. Elle s'appelle Clémentine. Ok. Tu ne la connais pas? Non. Est-ce que tu connais cette jolie dame française? En fait, elle est chanteuse française très connue au Japon. Alors une chanteuse française très connue au Japon. Oui. Ah, comment? Clémentine? Non. Oui. C'est ça? Oui. Yatta. C'est drôle. Comment tu connais Madame Clémentine? Parce que j'ai habité au Japon pendant un an et on me parlait toujours de... Dès que j'arrivais, t'es français, tu connais Clémentine? Tu connais Clémentine? Et ben non, je connais pas Clémentine. Voilà la prouve. Merci beaucoup. Nihon ni sunde koto aru hito? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a habité au Japon? Moi. Tu connais cette dame? Non. Elle est chanteuse, elle est française, elle est très connue au Japon. Ah, tant mieux. Tant mieux. Ça va? Ça va? Est-ce que tu connais cette dame? Non. Elle est chanteuse. D'accord. Elle est très connue au Japon. Elle est chanteuse française. Elle est très connue au Japon. Ah d'accord. Bah c'est bien. C'est bien. C'est bien, n'est-ce? Ah. Ah, t'es waleta. Ah, t'es waleta. Ça va? Oui. Bien. 意地悪です。私意地悪ですからね。Quelle chanteuse française plus connue au Japon? Chanteuse française. Chanteuse française? Ouais. France Gall. Pas mal, non. En fait, c'est la réponse, c'est Clémentine. Qui est Clémentine?
知らないですノーライフって書いてあるノーライフ応援してありがとうございますこんにちはQuelle chanteuse française plus connue au Japon Alizé. Non. Alizé, elle est pas connue au Japon plus connue c'est elle La Clémentine知ってるJe connais, sur internet, j'ai vu des clips. Mais c'est pas mon style. Check Jamais entendu Non. La Clémentine, elle est très connue au Japon Ah, je connais pas du tout. Ah. Déjà qu'on a du mal à connaître des chanteuses françaises en fait. Quelle chanteuse française plus connue au Japon Ah, Mireille Mathieu. C'est qui Clémentine Je connais pas. プルコニューっていうのは嘘かもしれないごめんねけどまあassez connuってことで Qu'est-ce que tu veux, Suzuka? À ton avis chanteuse quelle chanteuse française plus connue au Japon C'est Clémentine. Comment tu la connais Parce qu'elle a chanté avec Pizzicato 5 et que je suis fan de Pizzicato 5 et du coup de Clémentine. Mylène Farmer. Alizé Alizé は違ったからAlizé じゃないからEn fait Est-ce que vous connaissez Clémentine, en privé. En privé, non. Et Clémentine Clémentine, j'aime bien, c'est plein de vitamines. それはクレモンティーヌだぞ今日は3周年記念ということでちょっとアリゼちゃんのあの時思い出してやりましたけれども、2人も楽しかったです本当に3年間私がねこういうねもうどうしようもないような質問をみんなに投げますけれどもみんな返してくれて本当にどうもありがとうございますこれからもどうぞふぶねコンブムレありがとうExcusez-moi, c'est fini là. Ouais, mais je sais pas où aller.